Invité en ce 30e jour de grève, un mois déjà. N'est-ce pas un pari risqué, Julien de Normandie, que de miser sur l'essoufflement, voire le pourrissement de ce mouvement comme vous le faites au gouvernement? Non, mais on ne le fait pas. On ne mise pas du tout sur un pourrissement du mouvement. Qu'est-ce qu'on fait? On est convaincu que la réforme des retraites, elle est importante pour les Français. Très clairement, c'est pas une réforme qui est simple. Elle est pas simple parce que elle consiste à mettre fin aux régimes spéciaux. C'est jamais évident. Et d'ailleurs, ça aurait dû être fait depuis longtemps. Elle est pas simple parce qu'elle vise à lutter contre les inégalités qui aujourd'hui, ceux qui nous entendent, peuvent admettre et comprendre qu'une femme a en moyenne moitié moins de pension de retraite qu'un homme. C'est inacceptable. Et donc, elle est pas simple parce que on réduit pour la première fois significativement ces inégalités. Et en même temps, si elle n'est pas simple, elle est extrêmement importante, précisément parce qu'on lutte contre ces injustices. Pourquoi alors une partie des Français ne comprennent pas l'importance, la pertinence de votre projet, de votre réforme? Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Beaucoup de Français qui nous écoutent comprennent très bien l'importance de cette réforme. Ils les comprennent très bien parce qu'ils subissent ces injustices. Et en même temps, ils appellent aujourd'hui à un compromis rapide, ce qui est le vœu et la demande du président de la République vis-à-vis du gouvernement, parce que personne ne peut accepter cette situation de blocage dans laquelle nous sommes. À vous entendre, Julien de Normandie, ça veut dire que dans votre esprit, c'est une minorité qui vous défie aujourd'hui ? Je ne dirais pas ou j'opposerai pas les uns aux autres. Ce qui est sûr, c'est que vous avez face à nous plusieurs syndicats. Vous avez des syndicats qui sont dits réformistes et des syndicats qui croient profondément dans l'utilité de cette réforme. Je pense à la CFDT, je pense à l'UNSA, je pense à ces syndicats qui, eux aussi, veulent lutter contre ces injustices. Et à l'inverse, qui avez-vous de l'autre côté ? Vous avez d'autres syndicats comme vous les qualifiez ? la CGT, qui sont des syndicats qui, eux, ne veulent absolument pas entendre parler d'une évolution du système de retraite. Ils sont dans un statu quo. Mais qu'est-ce que ça veut dire le statu quo ? Le statu quo, ça veut dire laisser ces injustices perdurer. Ça, c'est pas acceptable. Donc encore une fois, on est face à une réforme qui est extrêmement importante, qui n'est pas facile, il faut le dire, mais on veut et nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Avec cette recherche de compromis. Dans un contexte tendu, il y a eu hier, Julien de Normandie, une tentative d'intrusion par les grévistes au siège de La République En Marche. Dans quelques jours, appel au blocage des raffineries. C'est le combat social qui veut cela ou bien certains, comme la CGT, sont dans l'illégalité ? Certains sont dans l'illégalité, il faut le dire. Quand vous tentez de rentrer dans un mouvement politique, vous êtes dans l'illégalité. Quand vous bloquez des raffineries, vous êtes dans l'illégalité. Quand vous faites des coupures de courant d'électricité, vous êtes dans l'illégalité. Vous n'avez pas qu'à commenter l'illégalité. On ne fait pas que la commenter. On les combat, ces actes illégaux. Après, j'en appelle aussi à la responsabilité des acteurs politiques. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça vaut le coup de regarder la réaction d'un leader comme Jean-Luc Mélenchon suite à la tentative d'intrusion dans le mouvement politique En Marche. Il a des comportements qui sont inacceptables. Il a des propos qui sont indécents. Je crois que Jean-Luc Mélenchon, il a complètement perdu sa boussole que je qualifierais de boussole républicaine. Il est où le Jean-Luc Mélenchon, candidat à une élection présidentielle, qui croit dans la République ? Lorsque cette personne, à la suite des vœux du président de la République, qualifie ces vœux de déclaration de guerre. Mais où est-on ? Qu'ensuite, à une tentative d'intrusion, il ne condamne pas cela, mais où est-on ? Et donc, il faut avoir cette volonté, cette détermination d'aller jusqu'au bout. Et votre boussole à vous, Julien Normandie, de compromis et d'apaisement. Parce que pour certains, vous êtes co-responsable de ce climat social. N'avez-vous pas contribué par votre flou sur la réforme des retraites à dégrader ce climat et à aboutir à une telle situation ? Non, mais ce serait trop facile de dire ça. C'est quoi notre boussole ? Mais notre boussole, bon Dieu, c'est de faire en sorte que ces injustices dans notre système de retraite, on puisse y mettre fin. Mais ça fait des décennies qu'on aurait dû arrêter d'avoir un système qui procure des injustices entre les femmes et les hommes, qui font que quand vous êtes un commerçant, un artisan, un agriculteur, parfois après une vie de dur labeur, vous avez une retraite de 600, 700, 800 euros. Pour la première fois, on va proposer un minimum de retraite de 1000 euros. Ce sont de nouveaux droits sociaux. Mais ça nécessite de faire bouger des lignes, de mettre fin aux régimes spéciaux. Peut-être que dans votre esprit, dans votre bouche, c'est une révolution sociale. Pour beaucoup, ça reste un minimum, un vrai minimum. Pour beaucoup qui nous écoutent et qui ont 650 euros ou 700 euros de retraite, je peux vous dire que c'est une sacrée avancée. Mais ça nécessite, encore une fois, de faire bouger des lignes, de mettre fin aux régimes spéciaux. Et certains ne veulent pas. Mettre fin à des régimes spéciaux et multiplier les régimes particuliers. Ils doivent comprendre que nous voulons faire avancer les choses. Mettre fin aux régimes spéciaux et multiplier les régimes particuliers. Où est passée votre universalité ? Mais l'universalité, elle est là. Ça veut dire quoi l'universalité ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les avantages que vous avez, ils ne doivent pas être liés à un statut. Ils doivent être liés
au métier que vous faites. Qui peut comprendre qu'en fonction de l'entreprise où vous travaillez, si vous faites le même emploi, en fonction du statut que vous avez, alors que vous faites le même emploi, vous n'avez pas accès au même système de retraite. Mais qui peut le comprendre? Il faut on y met fin. des spécificités. Et combien va coûter cette réforme? Certains disent un pognon de dingue. Mais encore une fois, est-ce que vous avez une réponse sur le chiffrage de cette réforme? On va d'abord finir les discussions. Non, mais on va finir les discussions. Les discussions ont lieu, reprennent la semaine prochaine avec l'ensemble des syndicats. On aura un projet de loi le 22 janvier qui sera présenté en Conseil des ministres. Et d'ici là, vous ne savez toujours pas combien peut coûter cette réforme. Encore une fois, mais bien entendu qu'on sait que lorsque aujourd'hui vous avez cet organisme qui dit que le régime des retraites il est déficitaire de l'ordre de 10 milliards d'euros à partir de 2025 chaque année, il faut trouver des solutions face à ça. Quand vous ouvrez des droits nouveaux, par ce minimum de 1 000 euros, par des droits nouveaux pour les femmes, évidemment ça coûte de l'argent. Mais c'est très bien que ça coûte de l'argent. Oui, ça parce que nous coûter de l'argent. Ce sont des droits sociaux nouveaux. Mais qu'est-ce que vous faites face à ça? C'est d'ailleurs le dernier point qui nous reste à régler avec les syndicats dits réformistes. Qu'est-ce que vous faites face à ça? Vous avez, et c'est la proposition qu'on fait, et il faut avoir la clarté de le dire, le fait de devoir chacun progressivement, un petit peu, travailler plus longtemps. C'est une réponse que nous faisons, c'est une proposition qui est sur la table, et là aussi, qui, à mes yeux, est comprise par beaucoup de Français. On va voir ce que donneront ces négociations qui démarrent mardi. En attendant, les retraites ne doivent pas nous faire oublier d'autres sujets d'importance, comme le logement, et en particulier la réforme de l'APL, l'aide au logement, reportée 3 fois. 3 fois, Julien de Normandie, que sa mise en place est repoussée. La CAF reconnaît que le système n'est pas fiable. C'est quand même inquiétant sur un sujet aussi sensible. C'est là aussi une réforme extrêmement importante. C'est un chantier d'ampleur technique incroyablement important. Et qu'est-ce que c'est que cette réforme? Aujourd'hui, il faut savoir que quand on vous verse des APL, on vous les verse en fonction de votre situation d'il y a 2 ans. C'est absolument ubuesque. Personne là aussi ne peut le comprendre. Et donc, on a entrepris ce chantier très important d'avoir des APL en temps réel, c'est-à-dire en fonction de vos revenus du moment. Mais il s'avère que c'est un chantier technique de très grande ampleur. Et moi, en tant que ministre du Logement, l'entité qui fait ce chantier technique m'a indiqué qu'elle n'était pas encore prête. C'est la CAF qui dit que la réforme n'est pas du tout au point et que si vous la mettez en place, elle ne peut pas assurer à tous les allocataires le juste versement de leurs aides au logement. Que la qualité de service, elle serait exactement de l'ordre de 91%. Mais pourquoi vous ne l'avez pas mis en place? Parce que 91%, c'est pas suffisant. Parce que moi, je suis garant de la bonne qualité des APL, de leur versement pour tous les allocataires. Pas que pour 9 allocataires sur 10. Et donc, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que si l'entité en charge de mettre ces travaux a besoin encore d'un peu plus de temps pour finaliser ces travaux, que je puisse leur accorder ce temps nécessaire pour qu'à la fin, c'est-à-dire au 1er avril, tous les allocataires puissent bénéficier d'APL en temps réel dans de très bonnes conditions. Au 1er avril? Oui, c'est une garantie. C'est une garantie, et c'est une garantie, encore une fois, reposée sur la demande que m'a formulée la CAF. Et quand vous avez une entité de cette qualité qui mène ces travaux, je crois que, encore une fois, le ministre que je suis, qui est garant de la bonne qualité de service, il doit savoir Même si l'écouter. Vous oubliez au passage de dire, Julien de Normandie, que cet énième report de la réforme prive le gouvernement d'au moins 300 millions d'euros d'économies pour 2020. Mais au point où vous en êtes, n'est-ce pas? Mais ça montre la responsabilité qui est la nôtre. Je veux dire, aujourd'hui... quand vous avez une politique facile, c'est-à-dire quand vous sombrez dans la facilité, on aurait pu tout ça balayer d'un revers de la main en se disant c'est pas très grave, la qualité est pas complètement au rendez-vous. Non, la responsabilité qui est la nôtre, c'est d'offrir à chacun une qualité de service optimale. Et d'assumer les perdants de cette réforme, puisqu'il y aura a priori 600 000 Français qui ne toucheront plus rien, plus 1 euro d'APL, 1 million... Attendez, permettez-moi de terminer mes chiffres, vous les contestez après. 1 200 000 ménages perdront près de 1 000 euros par an. C'est faux, et ces chiffres... Alors quels sont vos chiffres? Mais encore une fois, vous savez, moi j'adore, quand on fait chacune des réformes, on se dit, mais c'est qui les perdants, c'est qui les gagnants? Moi je mets simplement... je pose une question très simple. Aujourd'hui, qui peut comprendre que votre calcul des allocations au logement, elle soit fonction de votre situation il y a 2 ans? Mais qui peut comprendre? Qui ne touchera plus rien? C'est pas une question de toucher plus rien. Qui touchera moins? Il s'avère que depuis 2 ans, vous avez 500 000 personnes qui ont retrouvé un emploi. 500 000. C'est normal que ces personnes-là aient moins d'APL que celles qu'ils avaient lorsqu'ils étaient au chômage. Là aussi, c'est du bon sens. Inversement, vous avez des personnes qui ont perdu leur job. Eux, ils toucheront plus d'APL. Mais vous contestez les chiffres, mais vous n'en donnez pas? Mais parce que ce qui est génial à chaque fois qu'on fait une réforme, c'est qu'on a une réforme uniquement sur un prisme, soit budgétaire, soit perdant-gagnant. Moi, je dis que c'est une réforme qui est bon pour les Français. Vous savez, chaque année, au 1er janvier, chaque année, vous avez à peu près entre 1 million et 1,5 million d'allocataires aux APL qui voient leur montant
évoluer. Mais ils évoluent en fonction de quoi ? Ils évoluent encore une fois en fonction de leur situation d'il y a 2 ans, parce que ces situations, elles changent à chaque fois. Maintenant, ça évoluera en fonction de votre situation actuelle. Que répond le ministre en charge du logement et de la ville, Julien Denormandie, face à l'augmentation dramatique du nombre de personnes sans domicile fixe ou mal logées, dont de nombreux enfants en France ? Là, vous n'allez pas contester cette augmentation, malheureusement. Non, et malheureusement, vous avez des centaines de personnes qui dorment encore à la rue, des femmes et parfois des enfants. Et donc, face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans notre pays, dans une puissance comme la France. Oui, tout à fait. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut augmenter les capacités d'accueil d'urgence. Depuis le 1er novembre, on a ouvert 10 000 places, je dis bien 10 000 places de plus, et on va continuer à en ouvrir. Songez combien continuer ? Vous avez on va continuer à en ouvrir un chiffre, un objectif en tête ? Jusqu'à 15 000. Jusqu'à 15 000. Mais songez qu'au moment où je vous parle, ce soir, c'est à peu près 150 000 places que mon ministère gère, dont j'ai la responsabilité. 150 000 places, c'est l'équivalent de la ville du Mans. C'est ça le dispositif d'accueil, d'hébergement d'urgence que nous mettons en place. C'est des chiffres qui sont colossaux, mais ça dit quoi ? Ça dit que effectivement, il y a une urgence à agir et à accompagner celles et ceux qui sont dans la détresse dans la rue, parce que la rue, ça tue. L'urgence, elle est énorme. Et aussi pour les enfants, je voudrais insister et conclure sur ce point. Est-ce que vous avez les moyens ce matin, Julien Denormandie, depuis votre poste et vos responsabilités, de vous engager à ce qu'aucun enfant ne soit contraint de vivre dans notre pays ? C'est intolérable. Dans une telle puissance, en France, dans la rue. Mais c'est intolérable de voir c'est une promesse qu'il est possible de faire ? C'est en tout cas une énergie que nous mettons, une détermination totale qui est la nôtre pour faire en sorte d'ouvrir de plus en plus de places et de donner évidemment une priorité aux femmes et aux enfants. Encore une fois, depuis le 1er novembre, 10 000 places de plus. Ce soir, c'est l'équivalent de la ville du Mans, notre dispositif d'accueil. Cette détermination, elle est totale. Après, la situation, elle reste difficile. Et cette situation difficile, elle nous oblige encore à avoir plus de détermination à continuer à ouvrir ces places. C'est important de parler évidemment de ce sujet, de ces personnes vulnérables. Merci Julien Denormandie, merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.